veux que je me présente? Alors, alors, je vais me présenter en utilisant une petite phrase que j'utilisais déjà quand j'avais 5 ans, que j'avais développée pour me présenter, parce que les gens avaient toujours les mêmes questions. Et je me disais que si, dès la présentation, je répondais à ces questions, on gagnerait du temps. Alors je disais bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon. C'était important parce que j'avais déjà les cheveux longs à l'époque, et à l'époque on me prenait pour une fille, ce qui arrive à mon fils d'ailleurs, Antonin, dont je vais parler beaucoup aujourd'hui. Donc je disais bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, j'ai 5 ans, je ne mange pas de bonbons, parce qu'on proposait toujours des bonbons aux enfants. Les enfants recevaient une indication de la part des parents, c'est n'accepte jamais de bonbons des étrangers, mais on en proposait toujours. Donc je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. C'est comme ça que je me présentais et entre-temps, pour me présenter aujourd'hui, je peux utiliser la même phrase parce qu'il y a peu de choses qui ont changé. Sur les 40 dernières années, peu de choses ont changé. Je m'appelle toujours André, je suis toujours un garçon, je suis toujours un enfant de 44 ans. Je ne mange toujours pas de bonbons, puis il y a plein d'autres choses que je ne mange pas, et je ne vais toujours pas à l'école. Et sinon, ce que je tiens toujours à préciser, c'est que je suis un enfant très banal. Pour moi, c'est très important de montrer à quel point je suis un enfant comme tous les autres. Tout enfant mis dans des circonstances ressemblantes vivrait quelque chose de très similaire. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette banalité qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de parler de l'enfant en général et de toutes ces incroyables dispositions spontanées, c'est-à-dire notre équipement de base. On est tous équipés en série de dispositions spontanées vraiment étonnantes. Et quand on les connaît, ça nous invite à la confiance envers l'enfance. Et la confiance envers l'enfance, une nouvelle attitude que j'appelle l'écologie de l'enfance, elle est toute simple, mais c'est tout nouveau. Et je tiens à préciser que cette nouvelle attitude est tellement neuve qu'elle rend même la critique de l'ancien obsolète. Alors, si mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école, c'est pas du tout parce qu'ils avaient souffert à l'école. Ils n'ont pas souffert à l'école, ils étaient de bons élèves, ils n'ont pas eu de problème. Leur décision n'était donc pas contre l'école. Et je crois que ça, c'est très important de se rendre compte de ça. Ce n'était pas une décision contre quelque chose. Ce n'était pas une décision contre l'école, c'était une décision pour le respect des dispositions spontanées de l'enfant que je viens de citer. Et donc cette décision-là ne s'est pas prise parce qu'eux-mêmes ont souffert et qu'ils voulaient protéger leurs enfants. Elle ne s'est pas prise sur une idée, sur un concept. Ils ont pris cette décision et puis ils n'ont pas non plus attendu que les circonstances soient propices ou positives. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu qu'autour d'eux, les conditions soient... Ils ne se sont pas dit « Ah voilà, un matin en se réveillant, c'est génial, toutes les conditions idéales sont réunies, nous avons du temps, nous avons de l'argent, nous n'avons pas à travailler. Si toutes les conditions idéales sont réunies, on va respecter les dispositions spontanées de l'enfant. » Non, ce n'était pas le cas. Pour eux, c'était impossible de faire autrement. Comme pour eux, c'était impossible de réveiller leurs enfants. Nous sommes la seule espèce qui réveille ses enfants. Bon voilà, pour eux c'était impossible, donc ils ont pris cette décision et puis ils ont inventé au jour le jour, jour par jour, euro par euro, ils ont inventé les conditions qui ont rendu cette décision possible. Si je raconte ça, c'est parce que c'est très important de voir que chacun d'entre nous pourrait faire ça. Prendre d'abord une décision, puis inventer les circonstances, puis inventer les conditions. Ne pas attendre que les conditions soient propices, mais commencer et inventer les conditions propices. Pour moi, il n'y avait pas quelque chose de spécial, c'était mon enfance, avec sa logique. Et je n'ai pas réfléchi à cette enfance. Comme je n'étais jamais en comparaison avec d'autres. Parce que ça aussi, la concurrence qui chez nous naît de la comparaison avec des enfants comparables. Comme je n'étais pas contraint à fréquenter des gens du même âge, mais à fréquenter tous les âges, toutes les différences, toutes les variations humaines possibles qu'il y a dans la société grandeur nature, j'ai donc jamais eu à comparer mon parcours avec le parcours d'autres personnes, d'autres enfants par exemple. Et donc n'ayant pas eu à faire ces comparaisons, n'ayant pas fait ces comparaisons, j'ai jamais eu à me demander si ma vie était mieux ou moins bien qu'une autre. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une chose que je ne me demande pas. C'est une question que je ne me pose pas. Et donc, quel éclairage? Je suis très reconnaissant pour ça, mais je me rends bien compte que rien de cela n'est un mérite personnel.
Hein, tout enfant vivrait quelque chose de similaire. Je tiens à le respecter dans des conditions similaires. Quelle est la première chose que fait un enfant qu'on laisse tranquille? Il joue. Et ça, on le sait. Chacun d'entre nous sait que l'enfant qu'on laisse tranquille se met à jouer. Tous les enfants jouent, sans exception. Que ce soit des enfants malades ou des enfants dans des pays en guerre, ou quoi. Dès qu'il y a la possibilité, l'enfant joue. La disposition spontanée numéro 1 de l'enfant, c'est le jeu. Et ça, on le sait. On sait aussi une autre chose, que si on n'interrompait jamais l'enfant qui joue, il jouerait toujours. Mais on l'interrompt toujours à nouveau. Et si on l'interrompt, c'est parce que nous sommes pleins de peur, notamment de la crainte que s'il joue toujours, il n'apprendra jamais rien. Et ça, c'est particulièrement drôle. Ça, c'est une prouesse intellectuelle parce que l'enfant, lui, ne peut pas différencier jouer et apprendre. Pour l'enfant, jouer et apprendre sont des synonymes. Et donc, c'est très étrange que nous ayons cette peur, alors que maintenant, la neurobiologie moderne nous dit que le meilleur dispositif d'apprentissage, le meilleur outil d'apprentissage qui ait jamais été inventé, c'est le jeu. Jouer est le meilleur outil d'apprentissage. Je tiens à le répéter en détachant bien les mots. Il n'y a, pour apprendre, rien de mieux que de jouer. Quand on sait ça, je trouve que ça nous invite à une nouvelle confiance. C'est compliqué, l'enfant auquel on dit tout d'un coup un matin qu'il faut qu'il arrête de jouer pour se mettre à apprendre, il ne peut pas le comprendre. C'est comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. Sauf que si je te demande ça, tu vas penser que je te demande quelque chose de stupide. Mais l'enfant ne pense jamais ça. Jamais l'enfant ne remet en question l'adulte. L'enfant jamais ne pense que c'est l'adulte qui a un problème, l'enfant pense que c'est lui qui a un problème. Et quand l'enfant est amené à penser qu'il a un problème, ça active dans son cerveau les mêmes réseaux neuronaux que ceux de la douleur. C'était intéressant de le savoir. Et donc, voilà, c'est très intéressant de savoir que le jeu est le meilleur dispositif d'apprentissage et que c'est notre équipement de base. Chacun d'entre nous, il n'y a personne sur Terre, il n'y a pas de handicap suffisant pour nous priver de cette disposition, de cet outil. La deuxième, on nous a dit pendant des siècles que nos cerveaux étaient programmés génétiquement. Donc il y avait des gens qui naissaient programmés par leurs gènes, intelligents ou bêtes. Et on se tenait à sa catégorie. Et il a fallu la découverte suivante, qui est celle-ci, qui est très surprenante, parce qu'on le sait tous, notre cerveau se développe là où nous l'utilisons avec enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est la clé des choses, c'est vraiment la réponse à tout. Et nous savons qu'en état d'enthousiasme, nous avons des ailes, rien n'est impossible. Nous savons que nous sommes géniaux en état d'enthousiasme. Et le cerveau d'un... Alors c'est très intéressant, il y a un processus qui est expliqué, le cerveau... dans le cerveau sont générés des cocktails de neurotransmetteurs, neuroplastiques, qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. Donc l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Et donc voilà, une chose qu'on savait, dont on a la preuve désormais, c'est la deuxième disposition spontanée. Troisième disposition spontanée de l'enfant, l'ouverture d'esprit. Les enfants vont vers les autres, à la rencontre des autres et de leurs différences, sans préjugés, sans isme, racisme, sexisme, spécisme, agisme. Ils vont vers les autres, à bras et à cœur ouvert, sans tenir compte de l'âge, de la couleur de peau, de la religion, etc. Ils vont vers les autres. Ils nous montrent le chemin vers un monde meilleur. Mais il ne faudrait pas se développer vers ce monde meilleur, il suffirait de ne pas s'en éloigner. Cette ouverture d'esprit, cette absence de hiérarchie entre les personnes, entre les métiers, entre les matières, voilà, ça c'est une troisième disposition spontanée, l'ouverture totale d'esprit. L'enfant éprouve le même enthousiasme, la même admiration pour le balayeur, ou l'éboueur, ou le laveur de carreaux, que pour l'astronaute. Ils ne connaissent pas ces hiérarchies. Et d'ailleurs, ça change tout pour tout le monde. Parce que la rencontre avec l'enfant, qui les aime et les admire, change le destin des éboueurs, des laveurs de carreaux, des pizzaiolos, etc. Quatrième disposition spontanée, l'enfant va dans le monde. Va dans le monde à la rencontre des autres et de leur diversité, car il sait que les autres et leur diversité sont un facteur d'enrichissement mutuel. Et donc cette vision-là de l'enfant qui va dans le vaste monde et va à la rencontre des autres, on l'a tous. D'ailleurs, ce qu'il y a de pire, ce serait pour l'enfant, c'est de rester à la maison. Rester à la maison avec ses parents, c'est ce qu'il y a de pire.
Parce que non seulement on est contraint de ne partager que le peu de connaissances, que le peu de savoir de ses parents, mais en plus on partage toutes les peurs de ses parents. Moi par exemple, j'ai peur quand Antonin monte dans les arbres, s'il ne vivait qu'avec moi, il ne pourrait jamais monter dans les arbres. Mais il va vers les autres et leur diversité, il y en a qui n'ont pas peur du tout de le voir monter dans les arbres. Donc cette nécessité d'aller dans le vaste monde, de ne pas rester à la maison, c'est pour ça que moi qui ne suis pas du tout un ennemi scolaire, j'ai de gros doutes en ce qui concerne l'éducation à la maison, le homeschooling. Parce que pour moi, ce sont les inconvénients réunis de home et de schooling. C'est pas du tout ce que j'ai vécu. Moi, j'ai pas été enseigné du tout. Et surtout, je ne suis pas du tout resté à la maison. Je suis allé dans le vaste monde, à la rencontre des autres et de leur diversité. C'est la seule chose qui nous préserve des préjugés, qui nous préserve, qui nous enrichit. Cette conscience des enrichissements mutuels. Et la 5e disposition spontanée de l'enfant, c'est l'attachement. L'attachement, c'est-à-dire le port d'attache, la sécurité que nous donne le fait d'être lié à quelqu'un, qui nous donne l'impression que tel que nous sommes, sans avoir à changer, nous sommes parfaits. L'attachement, c'est ce que nous avons vécu pendant 9 mois, de manière prénatale. Et les enfants sont prêts à tout pour cet attachement, à renoncer à beaucoup de choses, à nous pardonner beaucoup de choses, pour ces instants d'attachement qui donnent un port d'attache, qui donnent un feu vert à ta personne. Quand on connaît ces dispositions spontanées-là, on n'a plus qu'une chose, c'est une grande confiance. Une grande confiance en l'enfant, parce que tout ce que je viens de décrire, chacun d'entre nous là, c'est ce qui peut nous conduire dans la vie. Et cette confiance en l'enfant, ça nous amène à avoir une confiance en nous. Et puis je peux juste témoigner du fait que, regardez, je suis le seul à pouvoir répondre à une question toute simple. Qu'advient-il d'un enfant qui joue pendant 40 ans? Un enfant qu'on n'a jamais interrompu pendant 40 ans. C'est la seule chose que je peux faire. Mais j'aurais pu, moi, dire que je veux aller à l'école, j'aurais pu aller à l'école. Je ne l'ai jamais voulu. Je ne l'ai jamais voulu parce que déjà, je n'avais pas de temps pour l'école. Et puis, j'étais je vivais mes enthousiasmes, je vivais mes jeux. Voilà, et puis sans critique, je regardais autour de moi et je voyais que les autres enfants n'avaient pas de temps, n'avaient pas le temps de jouer. Moi, je jouais tout le temps, donc c'était pas très attirant tout ça. Alors peut-être que ça attirera Antonin. Je le répète, c'est pas un dogme. Donc si Antonin veut aller à l'école, tu comprends? L'idée n'est pas de partir d'une idée d'adulte, n'est pas de partir d'un concept, n'est pas de partir d'une idéologie, n'est pas de partir d'une hypothèse ou d'une théorie. L'idée, c'est de partir de l'enfant. Et ça change tout. Ce qu'il y a de bon pour tout le monde, c'est de partir de l'enfant. Et ça, tu ne peux pas savoir où ça va t'amener. Parce que chaque enfant est différent, dans un environnement différent, avec des parents différents. Et vraiment, ce dont je parle, ce n'est pas d'une méthode, c'est d'une attitude nouvelle, applicable partout. D'ailleurs, je ne dis pas unschooling. Moi, si j'ai inventé 2 concepts, je les ai inventés, ils se sont imposés, c'était remplacer le unschooling qui est une négation de l'école. Parce que même un, c'est non-école. C'est donc moi, c'est pour ça que j'ai pensé d'abord à ce terme écologie de l'éducation. Et puis ça s'est développé parce que cette attitude respectueuse, tu peux l'appliquer à toutes les étapes de la vie de l'enfant. C'est pour ça que c'est cette écologie de l'enfance. Cette attitude de confiance en l'enfant, cette motion de confiance s'adresse à toute l'enfance, d'où l'écologie de l'enfance, qui me met à l'abri de toutes les méthodes, qui me met à l'abri de parler d'une méthode, qui me met à l'abri de défendre une méthode, qui me met à l'abri des guerres de chapelle entre les méthodes. Il ne s'agit pas d'une méthode éducative alternative. Il s'agit d'une alternative aux méthodes éducatives. Tu ne peux pas te préparer à répondre aux questions de l'enfant parce que tu peux être sûr qu'il va poser les questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Et c'est peut-être ça finalement, c'est cette ouverture d'esprit-là, c'est de ne pas programmer, de ne pas prévoir, de voir ce qui nous arrive à nous quand l'enfant va dans le vaste monde. Il y a plein de petites histoires que je raconte de l'enfant qui va dans le vaste monde. Ça change tout pour nous, ça change tout pour l'enfant, ça change tout pour les personnes que l'enfant rencontre. Et donc, je n'ai, je crois, jamais posé une question à laquelle mes parents avaient une réponse. Ce qui fait qu'on a cherché ensemble. Et Antonin n'a jamais posé de questions non plus. Antonin s'intéresse à des choses qui me passionnent et je m'intéresse à des choses qui le passionnent. C'est la vie en commun. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'aller vers les différences. Et d'aller ensemble vers les différences. Jamais, et donc il n'y a pas non plus une méthode. Je ne peux pas te dire, ah, si l'enfant pose une question que tu ne connais pas, il faut faire ceci ou faire cela. En plus, parce qu'en général, l'enfant
ne pose même pas les questions comme ça. L'enfant ne te dit pas « Ah tiens, je voudrais savoir telle chose que tu ne sais pas ». L'enfant vit une rencontre, vit un enthousiasme et t'emmène avec lui. Je crois que les choses sont beaucoup plus simples que nous ne pouvons l'imaginer. C'est une maladie, la titulité. Non, je crois que il y a beaucoup de légendes dans notre société, et ça, c'en est une de plus, mais l'observation de la vérité du monde du travail et du monde social nous montre le contraire en réalité. Hein. C'est jamais la qualification qu'on demande, c'est toujours la compétence d'une personne. Et moi, j'ai fait une expérience intéressante. J'ai exercé beaucoup de métiers que normalement on ne peut pas exercer sans diplôme, sans titre. Mais il s'avère que dans la vie, si tu vis ton enthousiasme entièrement, par exemple, quand je me suis enthousiasmé pour l'allemand, j'ai pu faire 6-7 heures d'allemand par jour. Et personne n'est venu me dire au bout de 45 minutes, c'est fini pour l'allemand, on va faire des maths, on va faire... Bon. Quand l'enfant peut vivre son enthousiasme, avec tout le sérieux, avec toute la profondeur de l'enfant, je le vois avec Antonin, hein, pour l'instant il se passionne pour les fusées, la conquête spatiale. C'est incroyable ce que cet enfant de 5 ans agrège comme connaissance. On devient magnétique quand on se passionne. Quand on éprouve cet enthousiasme, on devient magnétique pour la connaissance et puis on se lie à des personnes, on rencontre des personnes qui partagent ses intérêts. Et alors il y a ce feu d'artifice. Et quand cela se produit, quand tu vis vraiment ton enthousiasme, l'enthousiasme a un effet secondaire. L'effet secondaire de l'enthousiasme, c'est une grande compétence, qui n'est pas un mérite personnel, qui est la conséquence de ton incroyable enthousiasme. Et cette compétence, qui est très élevée, a un effet secondaire aussi. C'est le fameux succès, la fameuse réussite professionnelle et sociale, qui sont des objectifs qu'on a mis sur un piédestal. On est prêt à tout sacrifier pour la réussite professionnelle et sociale, alors qu'il s'avère que tout ça pourrait n'être rien d'autre que l'effet secondaire de l'enthousiasme. Et la réponse à ça, c'est enthousiasmez-vous. Si tu t'enthousiasmes avec sincérité pour tout, alors toutes les portes vont s'ouvrir. Mais pour pouvoir s'enthousiasmer pour tout, il faut nous libérer des hiérarchies entre les métiers. Parce qu'elles existent, qu'on ne me dise pas qu'elles n'existent pas. Mais les enfants ne les connaissent pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'enfant va vers l'éboueur, le ramoneur ou l'astronaute avec la même sincérité. Et il se passionne pour eux. Il les voit, il les admire. C'est des gens qui n'ont jamais été vus, qui n'ont jamais été admirés. Là, Donc les enfants nous montrent le chemin vers ça. La socialisation de l'enfance, je l'ai cité, hein, c'est, on va dire, sa 4e disposition spontanée, c'est d'aller dans le vaste monde. Bon, il n'y a pas à socialiser les enfants. Les enfants sont des génies de la socialisation. Les enfants vont vers les autres, à bras et à cœur ouverts, sans tenir compte d'aucun critère. Ça, c'est la socialisation grandeur nature. Ça ne peut avoir lieu, bien sûr, que dans le monde. Le monde tel qu'il est, avec toutes ses diversités, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, tous les métiers, tous les salaires, tous les âges. Et quand il n'y a pas de comparaison possible, on ne se compare pas. Ça, c'est la socialisation grandeur nature. Ça, c'est la nature de l'enfant. Je disais tout à l'heure qu'enfermer l'enfant à la maison, c'est ce qu'il y aurait de pire pour cette disposition spontanée. Rester à la maison, hein, c'est pour ça que le mot instruction en famille est amusant, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est ni instruction ni famille. C'est vraiment la garantie de rester dans peu de savoir et dans toutes les peurs de sa famille. Si nous observions les enfants, nous verrions qu'ils évitent le même âge. Ils l'aiment aussi, ils vont aussi, mais il y a tous les âges. Donc, si on réunissait les enfants d'après des critères d'âge, ce serait vraiment des critères absurdes. Ce qui m'a amené vers mes amis, ça a toujours été des intérêts communs. Et à l'intérieur des intérêts communs, la plus grande diversité était un facteur d'enrichissement mutuel. Ça, les enfants le savent. Hein. Mais en plus, imagine qu'on les confronte à partir de là au même savoir. La même quantité au même moment. Alors là, il n'y a plus qu'une seule possibilité. La nature de l'enfant, c'est de constater la différence des savoirs et de conjuguer les différences. Ton savoir et son savoir et ton savoir et mon savoir, ensemble, nous sommes capables de choses que nous ne pourrions pas atteindre seuls. Cette conscience de la mutualisation, les enfants, ils sont connectés directement.
Mais là, si on était confronté au même savoir, au lieu de chercher à être complémentaires, moi je suis grand, je peux atteindre les assiettes, mais toi qui es petit, tu peux aller chercher les lunettes, toi tu cours vite, donc s'il faut courir vite, je viens vers toi, toi tu sais bien lire si j'ai besoin de quelqu'un qui sait bien lire. Au lieu de vivre cette mutualisation, les enfants du même âge, donc comparables, confrontés à la même quantité du même savoir au même moment, il ne leur reste qu'une option. La seule option qui reste, c'est de se comparer. C'est de comparer toi et moi par rapport à cette quantité nominale. Est-ce que toi, tu as appris plus par cœur que moi? Si tu as plus appris par cœur, je vais te haïr. Si j'ai plus appris par cœur, c'est toi qui vas me... C'est comme ça que naît la pire forme des relations humaines, la compétition. L'esprit de concurrence, de compétition, commence là. Il commence bien plus tôt. C'est amusant qu'on pose toujours la question de la lecture et de l'écriture et des mathématiques. Et jamais on pose la question de chanter, faire la cuisine, danser. C'est donc qu'on a vraiment mis des matières sur un piédestal. On les a séparées des autres. Et c'est une autre séparation que nous effectuons là, quand on se demande comment l'enfant a appris à lire et à écrire. On sépare les matières les unes des autres. Tu vois, on arrache la lecture de son contexte pour voir comment l'apprendre ou comment on l'a appris. L'enfant ne fonctionne pas comme ça. L'enfant a toujours conscience d'un tout, d'un ensemble. Et l'enfant apprend tout en même temps et ne sépare pas les choses les unes des autres. L'enfant ne peut pas distinguer entre l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de l'écriture, l'apprentissage de la marche à pied, le jeu, la nourriture, l'apprentissage de la parole et toutes ces choses-là. C'est un ensemble pour l'enfant, un ensemble tridimensionnel, interconnecté. C'est ainsi que sont les choses. Nous cherchons toujours à séparer les choses les unes des autres, alors qu'en réalité, elles sont toutes liées les unes aux autres. Et donc on ne peut pas différencier, on ne peut pas séparer ces choses les unes. Je peux le faire, je peux répondre à la question de manière très pratique. Mais moi ce qui m'intéresse c'est d'abord de voir pourquoi on pose cette question. Pourquoi toujours à nouveau cette question. Et ensuite il y a une question que moi j'ai envie de poser. Comment avez-vous appris votre langue maternelle? Vous avez appris votre langue maternelle sans qu'on vous l'enseigne. C'est ça qui est très important. On ne vous l'a pas enseigné. Il n'y a pas eu de leçon de langue maternelle. Chacun d'entre nous a appris sa langue maternelle selon une didactique personnelle, avec une absence de didactique, à un rythme personnel, à un moment personnel, avec des préférences personnelles. Chacun a appris sa langue maternelle sans enseignement, mais pas seul. Comme on dit souvent, mais alors tu as tout appris tout seul. Et non, on n'apprend rien seul. On n'apprendrait pas sa langue maternelle seul. On apprend sa langue maternelle sans enseignement, mais parce qu'il y a tous les autres qui la parlent entre eux et qui la parlent avec nous. C'est comme ça qu'on apprend sa langue maternelle. Et il en va de même pour tous les autres domaines. Je tiens à préciser une chose. Du point de vue neurobiologique, il n'y a rien de plus spectaculaire que d'apprendre une langue maternelle. Les mathématiques les plus élevées ne sont rien, c'est une promenade à côté de l'apprentissage de la langue maternelle. Du point de vue neurobiologique, toute personne qui a appris une langue maternelle sans être enseignée est capable d'apprendre tout le reste comme en faisant une promenade. Oui, parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas être à la fois parents et amis, etc. Moi, je crois que tous ces concepts, qui sont des concepts, des constructs intellectuels, moi, personnellement, je ne crois en aucun d'eux. Dans ma vie, toutes les expériences que j'ai faites montrent que tout ce que j'ai vécu montre que tout cela est faux. C'est toujours faux. Moi, effectivement, j'ai écrit un livre avec mon papa qui s'appelle « Mon père, mon ami ». Et j'y tiens beaucoup. Oui, il y a cette relation amicale, il y a cette relation... et je crois qu'à chaque fois qu'on essaye de nous imposer un concept ou un principe, les enfants à tel âge doivent faire telle chose ou ne plus faire telle chose. Ou l'idée que les parents ne doivent pas être les amis de leurs enfants, etc. Tout ça, c'est des concepts, c'est des idées, ça ne correspond à aucune réalité. Éviter d'être... les parents ne peuvent pas être des amis, etc. Je ne crois en rien de ça.